en rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Journée déterminante pour Justin Trudeau, en fait, on pourrait quasiment dire pour son avenir politique. Ben, j'ai hâte de voir comment va finir cette journée parce que on voit qu'il y a cette fronde-là. On voit que il y a évidemment des députés qui veulent avoir sa peau, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont assez bien organisés, là, tu sais, parce que là, ils avaient promis une lettre. Y a-t-il une lettre? Y a pas de lettre? On le sait pas. Et le problème là-dedans, c'est qu'au terme d'aujourd'hui, s'ils ratent leur coup, là, puis qu'ils décident de rester pareil, il sortira pas renforcé, il sortira pas plus brillant après cette réunion-là, il va sortir plus faible, plus fragilisé, ce qui va avoir un impact sur leur propre campagne. Donc, ils jouent gros, même ces députés-là jouent gros. Et quel va être l'impact, leur avenir politique eux-mêmes d'ici la prochaine élection si Justin Trudeau reste? Mais je vais te lancer des petits scénarios. Ben, regarde, on se reporte la fin de journée. Puis tu me commandes, c'est quoi la probabilité de ça? D'avoir probabilité, Justin Trudeau démissionne. Et ça sort au caucus, finalement, il y en a plus que prévu qui parlent contre lui. Il sera encore faible? 20%. Oh, quand même. J'aurais dit 5. OK, tu mets quand même 20%. OK, donc c'est possible pour toi que ça arrive. Là. C'est pas probable, c'est pas le plus probable, mais c'est possible. Probabilité que l'autre extrême. Finalement, ces 20-là se rallient. On leur présente un plan là, que là, campagne de publicité, campagne d'attaque contre Poilievre, le parti, le nouvel organisateur en chef qui vient de nommer fait un speech, les députés sont galvanisés. On est brave. À la fin de l'après-midi, là, tout le caucus, Braveheart, on lève le poing, on part à la guerre avec Justin. Probabilité. 5%. OK. Tu mets celui-là plus faible que le premier. OK. Oui. Probabilité, on règle rien. C'est-à-dire qu'ils s'expriment, ces députés-là, ils chialent, ils sont minoritaires, on les écrase, ils ressortent frustrés, puis on ressort en disant des mensonges, en disant on ressort unis, mais on n'est pas unis. C'est quoi la probabilité d'une espèce de scénario du statu quo, là? On reste avec un caucus insatisfait, puis on continue pareil. Ben, je pense que c'est là le reste des probabilités. C'est la plus grosse probabilité, okay, c'est que ça demeure pareil. C'est définitivement la plus grosse. Et ça ne restera pas pareil parce que Justin Trudeau va ressortir affaibli de ces soirs-là. On va savoir que non seulement il y a du monde qui l'haïsse au Canada, mais du monde qui l'haïsse dans son propre caucus. Puis est-ce qu'il va avoir les coups des franges pour mener les troupes libérales aux prochaines élections? Ça risque de faire très mal. Mais là, ces députés-là, mettons qu'ils n'ont pas la tête du chef. Là. Mettons, la première moitié, on parle de l'avenir de Justin Trudeau, puis c'est clair, il reste en place, il veut rester, on le garde. Moi, je pense qu'à la fin de la réunion, il va y avoir une phase 2 à la réunion où ils vont se faire dire, ces députés-là, vos gueules. Excuse-moi l'expression, mais ils vont se faire dire là, vous l'aimez plus le chef, mais là, ralliez-vous parce que là, vous faites de l'auto-sabotage. Donc, vous détruisez le parti, vous diminuez vos propres chances de gagner dans votre comté en participant à l'auto-sabotage. Est-ce qu'on pourrait, je vais utiliser le verbe mater la crise, c'est-à-dire que les députés sont pas heureux, sont pas satisfaits, ils aiment pas plus Justin Trudeau tant que ça, mais ils acceptent le compromis de se fermer la gueule. C'est-tu pensable, ça? Écoute, ça va être difficile parce que pour que le caucus commence à parler à l'extérieur puis parler ouvertement que Justin Trudeau doit quitter, ensuite les mater, là, ça va être de plus en plus difficile. Pourrait-il y avoir un mouvement de, je sais pas moi, 20 députés qui disent, ben vous savez quoi? Nous, on va pas voter avec la ligne de parti. Nous, on va devenir indépendants, rien que pour jouer le tout pour que Justin Trudeau quitte d'ici les prochaines élections. Ça pourrait avoir un coup de grâce. Mais une lettre, là, que personne n'a vue, n'a entendue, n'a lue, à part ceux qui l'auraient signé, ça n'a pas encore eu l'effet escompté. Donc si c'est 20, 25 ou 30 quittent le caucus... Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, puis ça change les équilibres. Il va falloir faire nos calculs, prendre notre calculatrice et faire nos calculs de qu'est-ce que ça prend pour renverser le gouvernement. Lorsque Pierre Poilievre, il veut des votes pour renverser le gouvernement à répétition, ça change toute la donne, là. Ça prend une bonne dose de sacrifice parce que ces députés qui quittent pour devenir indépendants vont pas pouvoir se présenter sous les couleurs du Parti libéral aux prochaines élections. Et est-ce qu'ils veulent ça, eux, personnellement, dans leur propre comté, pour leurs ambitions politiques? Moi, Justin Trudeau, je comprends pas pourquoi il ne proroge pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne met pas tout ça, là, qu'il met tout sur la glace. Il pourrait-il l'annoncer ce matin? Ou il est trop tard?
Ben là, il est trop tard. Il aurait dû l'annoncer hier. Parce que si c'est aujourd'hui, c'est qu'il le lie directement à son caucus. Or, s'il l'avait fait en début de semaine ou en fin de la semaine dernière, on aurait dit, OK, ben là, c'est une stratégie politique. Là, s'il proroge, c'est vraiment l'impact du caucus et c'est pour sauver son leadership, pas pour sauver le Parti libéral du Canada que ça va sortir. Et je ne comprends pas cette stratégie politique. Je pense qu'il ne réalise pas l'importance de la journée d'aujourd'hui. Je me demande si au bureau du premier ministre... Mais hier, tu l'as vu passer dans le corridor. Tu sais, Raymond Filion, il a demandé est-ce que votre leadership est en jeu. Il a dit non avec le sourire. Il semble prendre ça. Ben, je dis pas qu'il le prend à la légère. Je pense qu'il est conscient de la gravité. Puis, les unes des journaux d'un bout à l'autre du Canada aujourd'hui qui questionnent son avenir. Mais quand même, il a l'air à prendre ça avec une certaine légèreté. Non, comme s'il est sûr que lui, tout va bien. Puis c'est une petite gang. Il a l'air à voir ça comme une petite affaire aujourd'hui. En tout cas, dans son attitude, dans son non-verbal, là. Ben, j'espère que c'est juste du non-verbal puis que c'est le professeur d'art dramatique souriant qu'on a et pas le premier ministre dont le leadership est en jeu parce que honnêtement la journée d'aujourd'hui risque d'être difficile puis on n'a pas la certitude que l'ensemble des ministres là suivent la ligne du cabinet ministériel qui appuie Justin Trudeau. Est-ce que ça se pourrait qu'à l'intérieur des portes du caucus, à l'intérieur des murs du caucus, un député ministre, là, un ministre dise ouais, peut-être qu'il va falloir réfléchir à ça pour donner finalement une couche de crédibilité supplémentaire à cette fronde, parce qu'ils en ont déjà une couche de crédibilité, c'est Eddie Goldenberg qui leur a donné. À suivre. Donc, on va en savoir plus long. Ça se déroule à partir de cet avant-midi. Donc, on va voir. Peut-être vers l'heure du dîner, au début d'après-midi, on aura des nouvelles de tout ça. On vit dans un pays démocratique. Yasmine, on est consulté comme citoyen sur les grands enjeux. Écoute, Quoi? Mario, j'ai ri hier, là. Tu sais, on a vu Simon Jolin Barrette nous annoncer des consultations sur le changement d'heure. Quelle heure vous voulez, chers compatriotes? Dites-nous, là. Nous, on le sait pas. Mais en bonne et due forme, là, les gens qui nous écoutent peuvent aller en ligne, donner leur point de vue, s'exprimer. Autant de fois qu'ils le veulent. Ah oui? Ils peuvent même le faire tous les jours, plusieurs fois par jour, là, tu sais. On est loin du sondage scientifique, là. C'est vraiment... Non, c'est vraiment une consultation... général, mais on peut difficilement être contre ça, donner la parole au peuple. Mais est-ce qu'on va vraiment changer... En fait, la question, est-ce qu'on va vraiment changer l'heure? Parce que il reste en matière économique, là, l'espèce de triangle, là, New York, Toronto, Montréal, on pourrait ajouter Boston, même Détroit. Il y a comme tout un secteur là, qui est à la même heure. Là, un secteur économique, un corridor économique où il y a beaucoup d'échanges. C'est pratique pour les entreprises, c'est pratique pour la bourse, c'est niaiseux, là, mais tout le monde est à la même heure. Est-ce qu'on est obligé d'être à la même heure? Non. Tout ça pourrait s'ajuster, mais bon, est-ce que le Canada, l'Ontario a déjà un projet de loi, puis ils le mettent même pas en application à cause des raisons économiques? Mais se pourrait-il que ce soit ça la stratégie, Mario? La question que je me pose. Grosse théorie, là. Est-ce que le Québec est en train de faire comme l'Ontario pour dire, regardez, on a déjà les véhicules législatifs pour pouvoir changer l'heure, on a juste besoin de la côte est, évidemment, américaine pour venir boucler la boucle et on pourrait tous mettre à exécution cette loi-là une fois qu'on se sera entendu sans avoir de délai supplémentaire. Puis en passant, les consultations, là, ils auraient pu se tenir dans le cadre d'un projet de loi. Il va déposer un projet de loi éventuellement, Simon Jolin Barrette, il aurait pu tenir des consultations générales pendant l'étude de ce projet de loi-là plutôt qu'en amont du dépôt de projet de loi? Yasmine, c'est parce que son éventuel futur projet de loi, il va être encore bien plus fort. Il va émaner d'une volonté populaire. Un projet de loi comme ça, c'est une ferme, c'est comme un gros tracteur John Deere, là, c'est puissant, là, ça émane de la volonté du peuple. Ben, il faudrait qu'on fasse aussi des consultations, tu sais, pour le troisième lien, pour le tramway, pour Nordvolt. C'est drôle que je te vois. On devrait les faire des consultations. C'est drôle que je te voyais venir, là. Alors, enfin, bon, on va surveiller ça. Écoute, c'est ça que je me suis exprimé. Moi qui ai des opinions sur tout, puis qui me fait parfois reprocher d'être entêté sur mes opinions, j'adore ce sujet parce que voilà un sujet où moi, je m'en fous. T'as pas d'opinion. Ça m'affecte pas. Je dors bien. Je le sens même pas que l'heure a changé. Ça m'énerve un peu d'ajuster mes cadrans, mais je m'en fous. Alors voilà un sujet où je vais me soumettre humblement à la volonté de mes concitoyens, puis je m'exprimerai même pas sur la consultation. J'accepte de me faire imposer la volonté des autres. Bon, parle-nous de ces bénévoles recrutés pour travailler sur des bases militaires au Canada.
Écoute, Radio-Canada nous apprend qu'il y a des bénévoles recrutés pour aller travailler sur des bases militaires en Israël, des bases militaires qui ont pour objectif de finalement aider la logistique des soldats qui vont sur les champs de bataille. Là. Fait que préparer à manger, nettoyer les armes, tu sais, Mais pourquoi des bénévoles pour l'armée? des bénévoles pour l'armée, qui est une organisation qui vient les recruter ici, au Canada, comme dans d'autres pays, et ils vont là-bas, ils payent 120 $ pour une semaine pour pouvoir être logés et nourris, et pendant ce temps-là, ben, ils doivent nettoyer en fait, préparer la logistique pour les soldats israéliens qui vont dans un champ de bataille. Moi, je suis hyper mal à l'aise avec ça parce que nos lois sont claires. Aucun État n'a le droit de venir faire du recrutement de soldats ici. Bon, on dit que c'est pas des soldats, c'est des bénévoles. Je veux bien, mais quand tu les habilles avec des vêtements, la tenue de l'armée israélienne, là, c'est pas des bénévoles de la Croix-Rouge, là, on peut tous le dire. Il y a un gros malaise là-dessus parce que est-ce qu'on aurait permis, par exemple, à une agence du ministère de la Défense, parce que cette association qui vient recruter, elle est liée au ministère de la Défense israélien, est-ce qu'on aurait permis à cette association-là, si elle était russe, par exemple, de venir recruter des bénévoles canadiens pour aller nettoyer les armes des soldats russes qui sont au combat, ou même du côté ukrainien, ou de n'importe quelle autre armée? Non. Alors pourquoi on le permet ici? Il y avait déjà eu une poursuite qui avait été faite en Ontario et le procureur fédéral est intervenu pour qu'on abandonne les accusations. Moi, je trouve ça absolument troublant qu'il y ait une apparence de finalement favoriser le recrutement de bénévoles pour aller aider la logistique d'une armée étrangère, faut-il le rappeler. Sur notre territoire. Yasmine, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.